On est en... Bonsoir. Bonsoir. On est en train... bonjour. On est en train de rigoler de la brochure qu'on va vous montrer un peu plus tard qui est ici. Alors, on va en parler parce qu'il y a des histoires assez drôles. Je pense que j'ai une couette qui dépasse. Peux-tu? Je sais pas, moi je suis passé chez la Tiens, coiffeuse je vais la faire ça de semaine même. dernière, alors Peux-tu? tout est beau. J'ajuste mon rétroviseur. C'est un peu comme ça que ça marche. Ah, Tiens, est-ce que c'est les mieux? objets sont plus près qu'ils ne le paraissent dans le Oui, téléphone aussi ou c'est exactement. seulement dans le miroir? Mais là, c'est moi ou le téléphone, il se promène? Non, l'autre bord. Je sais pas. C'est une bonne question. Disons que le support commence à perdre Ce de... sera peut-être sa dernière fois. Eh boy, hein? Je voulais pas vous donner un mal de cœur, mais... Si on fait ça comme ça, Germain, es-tu un petit peu plus centré? Je peux me tasser aussi T'as l'air pas pire. si c'est plus simple. Bonsoir tout le monde. Déjà 135 personnes avec nous autres. Bonne année. Ben oui, c'est vrai, bonne année, parce que c'est le premier live qu'on fait cette année. Absolument. Jocelyn Lamotte, bonsoir. Et, Hey, merci d'être là. Et Antoine, tu es plus vieux que la dernière fois qu'on a fait un épisode en direct de la Grosse Brune. Là. Hélas, oui. Tu vas souffler sur une nouvelle chandelle en ce début Oui, d'année. j'ai entamé ma 46e année, puis Germain m'a fait un beau cadeau, là, on va le dire. Là. Germain m'a amené un beau petit cadeau. Bonsoir à Mylène, bonsoir à Diane. Mylène, dont c'était aussi l'anniversaire en début de semaine. Là. Ah, vous êtes rendu amis Facebook, vous êtes passé le mot, visiblement. OK. Là. Tout le monde est né en début d'année, comme ça c'est fait, puis on n'en parle plus. C'est correct. Ah, puis tant qu'à être là, félicitations à notre collègue Frédéric qui a donné naissance, pas lui, mais sa blonde, a donné naissance à une petite Estelle le 31 décembre. Oui, juste avant le bye-bye. Ouais, exactement. Je sais pas s'il l'a écouté. Peut-être en reprise. Ça. Bon, alors Germain qui m'a donné un beau petit cadeau, en fait, qui est mon véhicule, mais en format miniature, soit le Grand Wagoneer qui est ici. Mais le gag, mon Germain, c'est que tu as acheté ça en France. Oui, effectivement. Donc, il y a un détaillant de voitures de collection miniature en France. Et j'achète de ce détaillant-là. Oups. Le carton est difficile. Ouais. En tout cas, bref, quand je suis allé en France, c'était la première fois que je pouvais y aller physiquement sur place. Ouais. Et avant de m'y rendre, j'avais magasiné en ligne, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait à cette heure. Ah oui? Et j'avais remarqué qu'il y avait ce véhicule-là, ce Jeep Grand Wagoneer, de la même teinte que le tien, ce qui était encore plus intéressant. Et il en restait qu'un exemplaire. Puis quand je suis arrivé... il l'avait encore. Il était toujours là, alors je me suis empressé de le ramener dans mes valises. Puis comme c'est un 1,43, ça prend un peu Ça prend moins de place, c'est ça? Ouais, T'as pas eu à checker une deuxième valise? C'est comme le prix d'un 1,18, mais ça prend moins de place. C'est ça. Prend moins de place. Voilà, donc un petit modèle en résine. Hein? On est habitué de voir des modèles en métal moulé, mais ça, c'est en résine. Oui. Fred nous confirme qu'il a manqué le bye-bye. Fait que salut, Fred. Bye-bye. Bon. Fait que Fred, es-tu capable de dormir? On ne dira pas que RBO était dedans, ça pourrait y gâcher un punch. C'est ça. Mais entre deux boires, il y a le temps de nous écouter, c'est bien le fun. Fait que merci d'être là. Bonsoir à Louise qui est avec nous. Il y a plein de monde là, qui arrive ce soir. Oui, c'était mon anniversaire. C'était un début d'année. On souhaite bonne année à tout le monde. Et puis, c'était aussi sur une plus triste note, malheureusement, le décès du père de notre ami Benoît Charette. Alors, mes condoléances à Benoît et sa famille. Ouais. Son père qui est décédé subitement. Au tournant de l'année, là, il est décédé, en fait, le 31 décembre ou le 1er janvier. Là, je veux pas m'étirer là-dedans, mais il a demandé l'aide médicale à mourir et on lui a dit que parce que c'était un férié puis qu'on était en congé puis que c'était une décision gouvernementale, c'était pas possible de le faire cette journée-là. Parce qu'évidemment, quand c'est une journée fériée, les gens la maladie arrête. Hein? Oui, c'est ça. C'est bien connu. Exactement. La maladie punch et s'en va à la maison. Remarque, ça me rappelle un peu, la semaine dernière, en fait, il y a quelques jours, je suis sur la Rive-Sud de Montréal et j'ai un véhicule électrique. J'arrête à Mont-Saint-Hilaire pour me recharger dans une borne de recharge qui est placée dans le stationnement d'une station-service à Mont-Saint-Hilaire. Puis là, je me dis, bon, je vais faire une pause pipi en même temps. J'entre dans le dépanneur qui est à proximité et on me dit que les toilettes sont non disponibles parce que c'est la COVID. Et moi, de me dire,
Mais c'est même trop vrai. Depuis que la COVID est arrivée, les gens ont plus envie d'aller aux toilettes. Ça fait partie là, des effets. T'sais, Là, on avait entendu parler là, des gens qui perdaient l'odorat et tout, mais on perd aussi l'envie d'uriner exactement. avec la COVID. Alors, il y a ça de bien là-dedans. Là. Exactement. Alors, c'est des trucs comme ça, des fois, qui font... Des incohérences. Hein? Des incohérences. Mais, cela étant dit, condoléances à notre ami Benoît. Et puis Benjamin, vas-y donc avec ta question du jour. Oui, donc, quelle est l'ultime année de production de la Chrysler Airflow de première génération? Ben oui, parce que ça donne suite au prochain sujet. toi, tu t'es créé une transition naturelle, là. Absolument, absolument. Donc, la Chrysler Airflow qui va renaître, on l'a vu. On en avait déjà glissé un mot ici parce que certains médias avaient reçu des informations, avaient un peu spéculé. Mais là, dans le cadre du CES qui se tient à Las Vegas, Chrysler a présenté ce nouveau véhicule électrique. Il y a quelqu'un qui dit, vous auriez dû faire le live dans l'Aztec jaune. Sais-tu que c'est quelque chose qui n'est pas impossible? Parce que c'est un véhicule qui me paraît assez spacieux. Oui. Et effectivement, on pourrait faire ça. Puis un beau puits de lumière, en fait, au plat. Peut-être la dernière fois, la dernière semaine. Avant de le céder, oui, oui, absolument. Oui. C'est une bonne idée. Comme ça, il pourra laisser sa trace là, une fois de plus. Exactement. Bon, fait que là, Chrysler Airflow, tu poses la question parce qu'évidemment, c'est le CES, le Car Electronic Show. Oui, parce que c'est rendu... C'est rendu carrément un salon de l'auto. Là. En fait. Pour la blague, le CES, c'est Consumer Electronic Show. Ouais. Mais de plus en plus, les véhicules sont des produits bourrés d'électronique. Et traditionnellement, le CES avait lieu juste avant, quelques jours avant le salon de l'auto de Détroit. Donc souvent, on volait la vedette au salon de Détroit en présentant des nouveautés peut-être de plus grande envergure, où on les présentait en tout cas pour une première fois au CES. Et là, il n'y a plus de salon de l'auto de Détroit en janvier. Donc, la voie est totalement libre pour le CES. Cette année, c'est pas les nouveautés qui manquaient à ce salon-là. Là. Non, absolument. Écoute, moi, je me suis retrouvé au salon de Los Angeles il y a un mois et demi, même pas, où on n'a rien dévoilé. C'est pas compliqué, là. Il y a eu des dévoilements de nouvelles marques. Bon, Fisker, Lucid, VinFast. C'était davantage des présentations des dévoilements de véhicules. Puis t'as Hyundai Kia qui a présenté des prototypes. Sinon, c'est tout. Les Américains n'ont rien présenté. Mais ils étaient présents massivement au CES. D'ailleurs, on a dévoilé les prix américains du F-150 Lightning là-bas. On a dévoilé beaucoup d'informations par rapport à l'arrivée du Lightning aussi, parce qu'on a mentionné qu'on doublerait la production du Lightning. Hâte de voir ce que ça veut dire, mais... Parce que l'engouement est au rendez-vous. On se rend bien compte qu'avec le carnet de commandes qu'on a accumulé, on ne pourra jamais livrer dans un délai moindrement raisonnable tout ça. Ouais. Alors, on décide d'ouvrir la machine. Et là, c'est Chrysler, en fait, c'est Stellantis qui a dévoilé sa vision du futur. En fait, finalement, un plan d'électrification à moyen et long terme pour sa gamme Chrysler. Alors, moi, j'ai trouvé ça drôle parce que non seulement via le véhicule concept Airflow qui est magnifique, on présente la vision du futur du constructeur automobile en matière d'électrification. Je trouve ça génial qu'on ramène le nom Airflow. Oui, ça fait suffisamment longtemps là, que ce nom-là a été disparu, contrairement à Pacifica. Quand on l'a ramené, ça faisait 10 ans que le nom n'avait pas été utilisé. Ouais, c'est surtout que c'est un nom qui n'a pas marché la première fois. C'est ça. Donc là, mais de ramener Airflow, pour moi, je trouve ça intéressant. Oui, vas-y. Non, mais je trouve ça intéressant que tu parles de la Pacifica parce que, souviens-toi, Chrysler inventait le multisegment avec la Pacifica il y a 20 ans. Parce que c'était pas une mini-fourgonnette, c'était pas vraiment, un VUS, c'était pas une voiture familiale non plus, c'était carrément un multisegment. Là, un peu comme pouvait l'être le Ford Flex, là, par exemple, qui était entre 8 chaises, là, tu sais, c'est même pas entre 2 chaises. Là. Mais tu parles de Ford. En 2004, quand on est arrivé avec le Chrysler Pacifica et en même temps, Mercedes est arrivé avec la classe R, oui. c'était des nouveautés
c'était ce qu'on appelait un multisegment, mais qu'on n'avait jamais vu comme genre. Il y a peut-être le Murano qui était arrivé, qui était un petit peu hors norme dans sa présentation. Mais quand on est arrivé avec la Pacifica et la R-Class, là, Mercedes de classe R, c'était des familiales hautes sur pattes. C'était vraiment ce qu'on appelait un multisegment. Puis c'était quasiment une mini-fourgonnette. C'est une grosse familiale, c'est ça. Pas de porte coulissante. Ben, je veux dire, le mot multisegment, ça marchait. Et dans les deux cas, la Honda Odyssey de première génération est un multisegment. Ouais, c'est ça. Bon. Non, mais rendu là... Oui. Mais tu sais, puis tu vois, l'année d'après, c'est Ford qui est arrivé avec je cherche le nom, là, pas le 500, le Tower 6? Oui, mais avant, il l'appelait Freestyle, pardon. On est arrivé avec le Freestyle l'année d'après. Tous ces véhicules-là sont disparus très rapidement parce que c'est une mode qui n'a pas duré, puis parce que les gens préféraient encore acheter des vrais VUS. Mais là, je trouve ça intéressant parce qu'on arrive, 20 ans plus tard, on relance un VUS qui est pas un multisegment, qui est vraiment pas un VUS. Là. On est beaucoup plus dans l'angle d'une voiture hatchback de luxe. Comme tous les nouveaux véhicules électriques de nouvelle génération. Là, on peut penser à le Kia EV6, le Ioniq 5, là, une espèce de tortue un petit peu aplatie, très trapue, très large. Ouais. Mais sacré beau look, en ce qui me concerne. Puis je peux pas dire que ça me mais c'est très homogène. Fait de grandes émotions. Là. Non, mais c'est très homogène, ça va bien vieillir. Puis je trouve qu'on a bien intégré aussi. Bon, évidemment, il y a un festival de lumière à Dell là-dessus qui peut, avec de l'animation, avec un emblème Chrysler qui, tu sais qu'on a travaillé dans ce sens-là. Mais c'est que ce véhicule-là donne la voix à ce qui arrivera du côté des véhicules électriques chez Chrysler. Puis quand je dis Chrysler, c'est Chrysler, Jeep, Dodge, Ram, tout ce que tu voudras, là. Ouais. Mais en même temps, on relance la marque Chrysler qui était sur un respirateur artificiel, là. Oui, parce qu'il restait deux modèles, essentiellement, la fourgonnette et la 300. La 300 à chaque année, on pense qu'elle est morte, mais finalement, elle est toujours là. Tu sais qu'il y a eu une augmentation de vente de la Chrysler 300 en 2021 à raison de presque 25% par rapport à 2020 au Canada. Parce que c'était le seul véhicule disponible, j'imagine? Puis parce qu'il y a une compagnie qui a décidé d'en acheter 500 en Ontario quelque part, je sais pas. Parce qu'on en a vendu 2000 quelques unités, là. Mais la Chrysler 300, évidemment, c'est sous le respirateur artificiel, là. Ouais. Puis sinon, Pacifica, grand caravane, grand voyageur pour le marché américain. C'est tout ce qui reste chez Chrysler. Mais ce que j'ai trouvé intéressant comme message, le Airflow, c'est un véhicule avec 2 moteurs électriques, 150 kW sur chaque essieu. On n'a pas mentionné la taille de la batterie, mais on a mentionné que le véhicule aurait plus de... ça donnait quoi, là? 450 à 500 000... Non. 350 à 400 000 d'autonomie, ce qui veut dire autour de jusqu'à 640 km d'autonomie. Bon, puis on n'a pas parlé de la taille des batteries, mais en regardant les images que Chrysler a fournies, là, tu vois une illustration graphique avec une batterie pleinement chargée à 112 kWh. Donc, ça nous laisse croire qu'il va y avoir quand même de grosses batteries là-dedans. Puis ça explique peut-être pourquoi l'empattement du véhicule est si long. Là, bon. Alors ça c'est une première bonne nouvelle. Puis on a dévoilé la plateforme de ça qui va servir puis qui va s'appliquer à un paquet de véhicules électriques. Fait autant chez Jeep, chez Dodge, chez n'importe qui. Est-ce qu'on a une idée à quel moment ça peut arriver? Parce que là, les véhicules de ce segment-là, ils arrivent en ce moment, s'ils ne sont pas déjà arrivés. Et là, on voit simplement un premier aperçu de cette voiture-là. Allez pas dans un concessionnaire demain, vous n'en aurez pas. Là, on dit que c'est un prototype, mais qui me semble très réaliste. Oui, c'est pas un véhicule anglaise. Là, non, c'est ça. Puis c'est un véhicule qui est millésimé 2025, donc qui arrivera en 2024. Ouais. Fait que c'est au moins 2 ans encore. Puis ça serait la première approche de Chrysler. Mais ce qu'on dit, c'est que, j'ai trouvé ça drôle comme message, on dit que Chrysler emboîte le pas du véhicule électrique. Il reste, autrement dit, 2 ans où on va continuer à vendre du vieux stock, là. OK? Quand je dis vieux stock, ça veut dire tout ce qui est plateforme LH, puis bon, et les LX. Vieux LX. LH, c'est encore plus vieux. Ouais. Puis, ça inclut les fourgonnettes, ça inclut le Durango, ça inclut,
Fait que tout ça, à un moment donné, on pourra plus. Et on va probablement éliminer, si tu veux mon avis, la fourgonnette Chrysler totalement pour ne se concentrer que sur des véhicules électriques. En fait, c'est le message que Chrysler lance. En 2025, on lance ce premier véhicule-là, puis en 2028, tous les véhicules vendus par la division Chrysler seront électriques. OK, mais tu sais, Chrysler a rien à vendre pour le moment, puis... Est-ce qu'on ferait revivre, est-ce qu'on étirerait la vie d'une mini-fourgonnette traditionnelle avec des portes coulissantes qui serait 100% électrique est-ce qu'on au-delà de 2025-2028? Est-ce qu'on va bonifier l'offre de la Chrysler Pacifica PHEV? Est-ce qu'on va éliminer le modèle traditionnel? Qu'est-ce qui va arriver? C'est bien difficile à dire. Parce que les ventes de fourgonnettes chez Chrysler cette année, ça a été les pires de l'industrie. Ils sont 4e au Canada, là, dans le segment. Donc, derrière Honda avec la Odyssey, là. Derrière Honda, derrière Toyota, derrière Kia, qui a vendu pas mal de Carnival. Derrière Toyota avec le Sienna, qui est désormais hybride, bon, on peut l'avoir 4 roues motrices, ça, on peut le comprendre. Derrière Kia, avec le Carnival, justement, qui n'est pas un méchant produit, on peut toujours comprendre, mais derrière la Odyssey, qui est un vieux produit... ça, c'est dur à avaler, je t'avoue que les chiffres de Honda, je les ai pas vus. Okay. Mais les chiffres, tu sais, Honda est assez stable dans les ventes de sa fourgonnette. Ouais. Alors, je serais bien surpris que ça ait chuté de 50 ouais. On a vendu 4400 Pacifica, puis 2000 quelques grands caravanes au parc, principalement. Ouais. Donc, disons 6500 fourgonnettes. Je veux juste te dire que l'année passée, on en a vendu 25 000. Parce qu'on avait encore la vieille Dodge Grand Caravan. Donc, tous les acheteurs de Grand Caravan traditionnels n'ont pas été convertis. Là, c'est-à-dire que les acheteurs de flotte ont acheté un peu de nouvelles Chrysler Grand Caravan, symboliquement, mais toutes les ventes au détail, ça s'est retrouvé chez Kia. Je veux dire, ou ils ont acheté un autre produit carrément qu'une fourgonnette. Mais je veux dire, si tu veux une fourgonnette aujourd'hui, puis tu vas avoir un bon deal, je suis désolé, mais tu vas pas chez Chrysler. Non. Parce qu'en plus, ils n'ont même pas de deal, ils n'ont pas de taux de financement, ils n'ont pas de rabais sur les véhicules, il n'y a rien d'alléchant dans les prix. Et c'est ce à quoi Chrysler nous avait habitués depuis 20 je sais pas combien d'années. Alors, tu sais, alors là, quand tu t'en vas chez Kia, qu'on te dit, le véhicule est mieux équipé, il est garanti 5 ans d'un pare-choc à l'autre, on te le finance à 0,9 jusqu'à 84 mois. Oui, en ce moment, le taux d'intérêt, ça joue aussi pour beaucoup, là, parce que chez Kia... là, je te dis 0,9, c'est peut-être pas ça en ce moment, mais c'était ça il y a quelques mois, là. Ça reste plus avantageux qu'ailleurs. Chrysler à 6%, là, ça donne le goût, hein? C'est ça. Fait que voilà. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec la marque Chrysler et les véhicules électriques. Ce qu'on sait, par contre, c'est que, en fait, pas qu'on sait, mais ce qui est fortement soupçonné, c'est que l'usine qui fabrique les fourgonnettes Chrysler à Windsor en ce moment est pressentie pour fabriquer les batteries de véhicules électriques de la grande famille Stellantis très prochainement. Ce qui est une bonne nouvelle pour l'industrie automobile canadienne, là. Ouais. Oui, absolument. Moi, j'ai surtout hâte de voir ce qui va arriver avec l'usine de Brampton, parce qu'on dit qu'on va... Là où on assemble les Helix, là. C'est ça. Fait que 300 Charger Challenger. On dit qu'on pourrait rapatrier la production des 300 Charger Challenger ou Charger Challenger et éliminer la 300, amener ça aux États-Unis temporairement et faire quelque chose d'autre avec l'usine de Brampton ou carrément la fermer, à suivre. Mais moi, j'ai le feeling que c'est l'endroit qu'on va utiliser pour fabriquer des véhicules électriques et que Windsor sera l'endroit où on va fabriquer les batteries. Ce qui serait une très bonne nouvelle serait logique, pour Windsor là. Aussi. Là. Oui, exactement. Puis tu vois, Benoît Dutrisac, ce midi, me posait la question. Et sachant que pour le moment, il y a une bonne proportion de véhicules électriques qui est vendue au Canada, au Québec principalement, c'est une bonne chose que cette production-là soit faite ici même. Là. Oui, absolument. Salut à notre ami Jean-Sébastien Dulac qui est avec nous, Marc Bouchard, bonsoir. Fait que ce que je disais, c'est que Dutrisac me demandait ce matin, est-ce qu'il est possible qu'on vienne fabriquer des véhicules au Québec? Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera plus. Je pense que l'industrie... Ça a déjà eu lieu. Ça n'arrivera plus. Moi, je pense que l'industrie automobile est plus capable de composer avec les forces syndicales du Québec qui ont fait « Hey, on a assez donné. Vous voulez pas... » Les syndicats sont très présents aux États-Unis, en Ontario aussi. Là. Oui, mais regarde, c'est exactement ce que j'expliquais à Benoît Dutrisac ce matin. Il dit... Il y a deux écoles de pensée en Ontario pour les usines de fabrication automobile. Tu as Chrysler
t'as Ford puis t'as GM qui ont des usines fortement syndiquées où il y a tout le temps des menaces de fermeture, des menaces de grève, ça se plaint, les salaires sont astronomiquement élevés. Tu fais à visser des boulons dans une usine de Chrysler avec une 5e année en Ontario, 100 000 $ par année. Oui. Plan de pension, tout ce que tu voudras, tous les avantages. Et ça se plaint, et c'est en lock-out, et là, c'est la fin du monde, puis les syndicats là-dedans. Puis chez Toyota puis chez Honda, les salaires sont moins élevés, il n'y a pas de syndicat, il y a par contre des conditions de travail exceptionnelles, tu as un plan de pension en or, mais si ça ne fait pas ton affaire, dégage, il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Oui, parce qu'il y a des listes là, pour rentrer. Là, c'est très convoité là, pour travailler chez Toyota. Moi, j'ai travaillé chez Honda en 97 alors que j'étais étudiant à visser des boulons pour assembler des Civic hatchback à l'époque, puis des Acura EL. Alors, j'avais... Alors, si c'était d'aussi bons véhicules, c'est grâce à tes talents... Certainement pas. Tes talents manuels? Certainement pas. D'ailleurs, je me souviens du jour où j'ai scrappé une Civic parce que j'avais mal positionné le bras de suspension sur le plateau qui soulevait... Et ça a défoncé? Et ça a défoncé la tourelle de suspension de la voiture. Fait que, puis eux autres, ben, pas le temps d'arrêter l'usine. À chaque fois que la chaîne arrête... À cette époque-là, ça coûtait quelque chose comme 20 000 $ par minute. Fait que on scrape le char et on recommence. Puis bon, je suis pas le seul à qui c'est arrivé, là, mais enfin bref. Fait que oui, moi j'ai travaillé là comme étudiant à assembler des Civics, puis j'ai vu comment ça se passait. Tu sais, les employés là-bas travaillent 2 jours. Ça peut-être que ça a changé aujourd'hui, mais à l'époque c'était 2 jours de soir, 2 jours 2 semaines de soir, 2 semaines de jour. C'était ça les conditions. T'avais après X nombre d'ancienneté, t'avais tes 4 semaines de vacances par année. T'avais le droit d'acheter un véhicule Honda au cost par année. Pas au cost du concessionnaire, au cost de l'entreprise. Avec une Civic qui se vendait 16 000 $ dans le temps, t'as payé 10 000. C'est considérable, là. OK. Fait que, pas besoin de te dire que 75 % des employés roulaient en Civic. Puis tu avais tous les produits Honda au coûtant, là. Une tondeuse à gazon, une génératrice, n'importe quoi. Des fois, ils faisaient des spéciaux sur des pneus, sur des jantes d'acier à 5 $, 10 $. C'était une vraie blague. Chez Chrysler, malheureusement, tu peux pas acheter de tondeuse au cost. Non, c'est ça. Mais t'avais beaucoup d'avantages. La cafétéria, la bouffe était super bonne. Ça coûtait 3 $ manger à la cafétéria. Il y avait des muffins comme chez Costco? Écoute, ça fait longtemps, là. Mais tout ça pour te dire qu'à cette époque-là, on donnait quand même un salaire en entrant de 19,50 $ en 97. Sans avoir de formation particulière, sans avoir d'expérience particulière, là. Tu sais? Puis tu plafonnais, je pense, pour quelqu'un qui était sur la ligne de montage, si ma mémoire est bonne, tu plafonnais à 24,50 après X nombre d'années. Il y a 24 ans. Voilà. Et là, ben après ça, ben tu pouvais monter dans l'entreprise. Bon, tu comprends-tu? Alors, mais c'était encore des salaires qui étaient moindres que ceux de l'usine de GM de Boisbriand. Mais la satisfaction des employés était au rendez-vous. Exactement. Puis je veux dire, c'est plate, là, visser des boulons, là, faut que tu sois fait pour ça, là, tu sais, je veux dire. J'ai compris que c'est pas quelque chose que je ferais toute ma vie, parce que je regardais l'horloge assez souvent. Bon. Mais les conditions dans l'ensemble étaient intéressantes. Je me souviens encore de l'odeur de l'usine. Je me souviens, tu sais, ça a été une expérience quand même enrichissante pour moi, mais ce que j'ai retenu, c'est que c'était une usine à l'époque qui avait près de 4000 employés, pas de syndicat, tout le monde est content. Puis s'il y a un employé qui ne fait pas son affaire, ben il prend la porte puis il y en a un autre qui rentre. Puis est-ce qu'on aurait accepté qu'un syndicat s'installe là? Jamais. Si c'est la question, là. On aurait fermé l'usine, ça serait terminé là. Ben, c'est une bonne question, mais on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de syndicat encore aujourd'hui, alors que Honda est là depuis 88? Toyota, c'est 90, autour d'eux. De mémoire, je suis pas certain, mais je sais qu'Honda, il y avait 90 parce que dans le hall d'entrée chez Toyota, t'as la Corolla. La vieille Corolla. Ouais. Ben Honda, les premières voitures qu'on a fabriquées là-bas, c'était des Accords avec les feux escamotables, donc 88. Là. Il me semble que c'était ça.
Mais tout ça pour dire que non, il n'y aura pas d'usine de voitures ici au Québec, ça se peut pas. Puis en Ontario, ben, tu vois, GM, on a menacé la fermeture de l'usine d'Oshawa. Il y a eu de la pression gouvernementale. Ils ont finalement réouvert l'usine. Pour construire enfin un produit intéressant, bon. c'est-à-dire une camionnette pleine grandeur. Là. Oh oui, mais je veux dire, le produit qu'on fabrique, s'il n'est plus à jour, ben OK, on peut en fabriquer un autre. Oui. Tu sais, quand on est arrivé Oui, ici... mais de tout réaménager une usine pour une nouvelle plateforme, des nouvelles mécaniques, des nouvelles lignes d'assemblage, c'est très coûteux. Oui, absolument. Il y a Sébastien qui me dit l'accord avec les feux escamotables, c'est 86. Ça, c'était la première année de fabrication de ce modèle-là, mais l'usine de Honda au Canada, je pense que c'était 88. Puis qu'on avait commencé, parce que les premiers accords Berlin, je crois qu'elles étaient faites aux États-Unis, sinon au Japon. Mais cette première génération d'accords, c'est-à-dire ça, c'était la troisième génération de l'accord. Les premières années n'étaient pas fabriquées chez nous. Non. Fait que, je pense que c'est en 88 qu'ils ont ouvert l'usine. Mais bref, tout ça pour là, on dérive de la Chrysler Airflow, mais tout ça pour dire que j'ai bien hâte de voir ce véhicule-là physiquement. Puis ça laisse présager des bonnes nouvelles pour Stellantis, parce que tu sais, pour Chrysler aussi, parce que bon, est-ce qu'on s'imaginait même que cette marque-là allait pouvoir disparaître dans un avenir à court terme? C'était quoi l'avenir, c'est ça. On pouvait se l'imaginer parce qu'on n'avait aucun indice d'une quelconque vision de cette marque-là. On n'avait aucune idée du plan de cette marque-là. Marc, on n'a pas plus pour Fiat, puis on sait que Fiat... Oui, mais ça, Fiat, on le sait que c'est terminé. Je te l'ai dit tantôt, combien est-ce qu'on a vendu? Combien est-ce qu'on a vendu de Fiat en 2021 au Canada? Tu m'as dit 60 quelques? 78. Ouais. Et on a eu le temps de les recompter 3 fois. Là. Aucun modèle 2021. 55 de ces véhicules-là étaient des 124 Spider, donc millésimés 2020 et moins. Donc, des gens qui ne pouvaient pas voyager pendant l'été, qui voulaient s'acheter un jouet, puis qui se sont achetés ça, là, tout simplement. Là. Puis tu vois, le seul véhicule disponible en 2021, mais qui n'a finalement jamais été produit pour notre marché, c'est un 500X. On en a vendu 18 en 2021, mais tous des modèles 2020, peut-être 2019. Écoute, on a même vendu des 500 puis des 500L, puis ça fait 2 ans que c'est... Ça fait 2 ans que c'est plus disponible. Ouais. On a vendu 3 500 puis 3 500L, mais 78 Fiat vendus au Canada tout entier en 2021. Ça, c'est des chiffres annoncés par Chrysler. Versus 73 000 pick-up Ram. Tu vois qu'il y a quelque chose d'un peu plus important que l'autre. Ouais. Mais en tout cas, c'est ça. Bref, de voir que on a un plan finalement pour... Il y a Paul Simons qui dit GM a vendu 26 véhicules électriques en décembre 2021. Oui, parce que la vente était interrompue. Bon, c'est ça. Fait que... Paul qui a retrouvé son compte Facebook. Oui, on le salue d'ailleurs. fait que c'est ça. J'ai bien hâte de voir ce qui va arriver avec Chrysler et surtout ce qui va arriver avec Dodge par la suite parce que on peut s'imaginer que, bon, là, on va... Avec un Charger, un Challenger, un Durango, en 2028, ça ne pourra pas garder ce même Mais moi, j'ai hâte de voir le Dodge Hornet. Oui. Bon, ça, un jour, là, peut-être. Ça va arriver éventuellement, mais... C'est pas pour rien qu'on prend Chrysler pour lancer des véhicules électriques, c'est parce qu'on sait qu'on va pouvoir vendre ça plus cher en jouant la carte du luxe, puis après ça, appliquer ça à d'autres modèles, tu sais. Le luxe. Oui. Ben, je veux dire, ça va être certainement plus... Tu sais, le luxe a évolué au fil des années. Oui. Tu sais... il va y avoir 4 écrans au lieu de 3. En fait, dans la... 8 écrans. Dans la Airflow, il y a 7 écrans. Un pour chacun des 4 passagers, plus un écran de ventilation, un écran côté chauffeur pour le conducteur. Bref, il y en a partout. Là. Ça prenait ça. T'as pas le choix. Oui, les gens Et c'est la guerre des écrans. Hein? C'est la guerre des écrans, comme c'était la guerre du nombre de cup holders dans les années 2000 qu'on mettait dans le gonflable ou de c'est ça, exactement. Que, bon, là, on va parler du Silverado parce que ça aussi, ça va être, ou du Avalanche, là, c'est selon. Effectivement. On a dévoilé le Chevrolet Silverado électrique 2024 aujourd'hui au CES aussi. Oui, c'est la présidente de GM, Mary Barra, qui l'a dévoilé. Mary Barra? Mary Barra? Oui.
Oui, c'est ça. J'ai juste trouvé ça du comique comme tu Mary Qui Bear. n'était pas en direct du CES parce que, bon, on s'est retiré à la dernière minute du salon, mais on l'a fait quand même en marge de cet événement-là. Et si GMC avait son Hummer EV... Je t'interromps 2 secondes parce que il y a Guy Bellavance qui dit Hornet était un nom American Motors, pas Chrysler. Oui, mais Chrysler a acheté American Motors en 1987, donc possède les droits du nom Hornet. Et le prochain véhicule, c'est un petit utilitaire, c'est quoi? C'est un RAV4. Oui, exactement. Et tout est pressenti pour qu'il porte ce nom-là, Hornet. Donc, c'est ça. Ce sera un Dodge Hornet, c'est ça. Ouais. Bon. Alors, oui, c'est ça. Donc, si GMC a son Hummer EV, à partir de 2024, on va avoir chez Chevrolet un Silverado électrique. C'est un véhicule qui était très attendu parce qu'on avait déjà chez Ford le F-150 Lightning. Donc, tranquillement, ce segment-là de la camionnette pleine grandeur s'électrifie. On va avoir 640 km d'autonomie. Jusqu'à 600. Oui, jusqu'à, parce que il y aura des versions avec des batteries à plus faible capacité. On n'a aucun détail de ce côté-là. Tu sais, est-ce qu'une version d'entrée de gamme va avoir 300, 400, 500 km? C'est dur à dire pour le moment. Tu mentionnais l'avalanche, parce que quand on regarde attentivement les photos de cette déclinaison du Silverado, on remarque que, en plus du haillon qui se déplie de 72 manières différentes, on peut rabattre la deuxième rangée. En fait, la paroi, c'est ça. Et accéder à la caisse parce que, justement, la paroi se plie ou j'ai pas vu comment... Mais en fait... Elle se glisse ou... En fait, l'avalanche, contrairement à une camionnette traditionnelle, il n'y a pas de jonction entre la caisse et la cabine. Donc, c'est pas un véhicule monocoque, évidemment, mais il y a quand même un seul bloc de carrosserie, comme c'était le cas avec l'Avalanche, qui, lui, dérivait du Tahoe à l'époque et non pas du Silverado. Donc, on a repris ce concept-là pour pouvoir baisser la paroi qui sépare la banquette arrière de la caisse de chargement, puis augmenter le volume cargo. Parce que j'ai vu, c'est ça, que la banquette, elle, pouvait s'abaisser, mais j'ai pas vu on fait quoi, là, c'est-à-dire que de la caisse, du bout de la caisse arrière jusqu'au siège avant, tu peux glisser des objets qui pourraient être très, très longs, là. Je connais pas les dimensions, là, mais c'est le principe du Chevrolet Avalanche, carrément. Parce qu'on a une caisse de 5 pieds 11 pouces, là. Fait que c'est ça, mais tu peux... à 6 pieds, là. Tu peux faire ça. On peut faire ça. Mais on a une version de lancement à 120 000 $. C'est coûteux, mais je pense que chez Chevrolet, on veut profiter de l'effervescence autour de ce véhicule-là. Évidemment, comme on va le faire chez GMC avec le Hummer. Là. Oui, c'est pas des véhicules qui vont être donnés dans leur version de lancement. Mais j'ai trouvé ça cool qu'on dévoilait un work truck. Oui, donc parallèlement, on a dévoilé vraiment une version de base complètement blanc avec des roues des roues d'acier. Des roues d'acier, là, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. La calandre est horrible, tout en noir. Oui, mais en même temps, tu prendrais un Silverado actuel, une version Work Truck avec pas de tapis, des peintures en blanc avec des roues d'acier, pas d'équipement. Bon, on peut se l'imaginer. Je lisais un peu plus tôt que le Silverado Work Truck, le prix partirait à juste un peu plus de 50 000 $ américains électriques. Non. Aux États-Unis, c'est 39 et au Canada, c'est 52. 52 Canadiens? 52 Canadiens, effectivement. Effectivement, mais il va falloir attendre un peu plus longtemps là, pour ça. Ça va être un année modèle. Donc, c'est quand même... C'est pas si pire. T'sais? Oui, mais on nous a pas dit elle avoir combien d'autonomie à 52. Non, c'est ça. C'est ça aussi. Puis va-tu y en avoir? C'est l'autre affaire. Parce que c'est bien beau de présenter un produit pour afficher un prix, mais si tu n'en fabriques pas, puis que tu fais juste fabriquer des modèles à 100 000 ou à 120 000 il est où l'intérêt, là, tu sais? Oui, c'est une excellente Parce que le prix vendant moyen d'une camionnette Silverado cette année, avec des moteurs à essence, c'est autour de 60 000 Oui, 70, 75 même, là, le prix moyen, là, j'aurais pas de... Oui. Fait que, je veux dire, ce prix-là est quand même, je veux pas dire raisonnable, mais tu sais, pour une version Work Truck, avec un équipement minimal, mais
les capacités d'un véhicule électrique comme ça, qui est capable de remorquer, qui est capable de... Bon, tu sais, évidemment, tout ça, c'est de la spéculation parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner en réalité. Non, Mais effectivement. On nous a encore parlé du Super Cruise. il y a Mark qui mentionne que si tu rabats la cloison en arrière, donc le mur qui sépare la banquette arrière de la caisse, et que tu pars des sièges... Tu mets où la cloison? C'est ça, je comprends Tu la pas. couches à plat. Par-dessus la banquette? Par-dessus la banquette. Alors, puis ça fait un plancher plat à la grandeur, comme dans le Chevrolet Avalanche à l'époque. Okay. Et si tu pars de l'arrière des sièges avant puis tu te rends jusqu'au bout du camion, tu as 10 pieds, 10 pouces. C'est grand. Fait que c'est pas pire comme caisse, là. C'est très grand. On nous a parlé aussi de l'assistance à la conduite Super Cruise. Nous, on l'a mis à l'essai dans la Bolt, on l'a mis à l'essai dans l'Escalade. C'est rien de franchement épatant. On est encore limité, malheureusement, par l'hiver, la construction et tout et tout. On nous a dit qu'on allait pouvoir utiliser cette fonction-là, même en période de remorquage. Ça va être particulier là, de traîner une remorque de 10 000 livres et d'avoir les bras croisés, puis d'écouter la musique, puis c'est à peu près tout. Là. Ça va être particulier. On s'acharne énormément sur la conduite autonome ou semi-autonome. C'est pas Hyundai qui dévoilait au CES un carrosse de bébé qui se déplace de façon autonome? Ben, Hyundai a dévoilé un paquet d'affaires autonomes. On a dévoilé là, une planche à roulettes qui avance par elle-même. Mais aussi, tu connais-tu une maman, toi, qui va mettre son bébé dans un carrosse puis qui va le télécommander à distance? Il y a des mamans qui sont pas à l'aise de laisser juste l'écran et pas le téléphone, mais l'espèce de walkie-talkie et de savoir que l'enfant est à une pièce de distance. J'avais trouvé le truc, ça. Je te débranchais ça, là. Ça, pour te faire paniquer un parent, là. C'était... Ouais. On salue la mère des enfants. Oui, exactement, c'est ça. Fait que, bon, Chevrolet qui a volé le show, là, littéralement. Qui a volé le show, et il y a quelque chose qui est passé un petit peu inaperçu. On en a glissé simplement un petit mot. On nous a parlé du Blazer électrique, puis on nous a parlé de l'Equinox électrique. Qui a une belle gueule, en passant. On nous a dit ça vite, vite, vite. On nous a montré les photos vite, vite, vite. On voulait vraiment mettre toute l'emphase sur le Silverado électrique, mais je trouvais ça bien intéressant qu'on nous présente ces deux véhicules-là, qui n'ont rien à voir là, avec le Blazer électrique, le Blazer actuel, et encore moins avec l'Equinox actuel. Vous irez voir les photos là, sur le site du Guide de l'auto. Ouais. En fait, ça a l'air de n'importe quel autre véhicule électrique de nouvelle génération. Kia V6. On est encore là dans la grenouille un peu aplatie, un peu trapue, mais mais ça va être du véhicule de grand volume, peut-être un petit peu plus spacieux, un peu plus volumineux à l'intérieur qu'une Bolt, par exemple. Là, on va être dans un plus gros format. Fait que, pour moi, ça peut être très intéressant. On suivra ça. Parce que pour le moment, on n'en sait malheureusement pas grand-chose. Miguel, il nous dit, la pire erreur de GM, c'est d'avoir tué la Volt. Ben oui, mais non. En fait, c'est que la Volt n'était populaire qu'au Québec. Là. Il y a juste au Québec où on en a vendu. Et ce qu'on s'est rendu compte chez GM, c'est que, OK, bon, c'était une formule qui était intéressante pour nous, mais on était prêt à aller à l'étape suivante et d'avoir des véhicules 100% électriques. Voilà. Ben, il y a deux facteurs. Il y a celui-là, puis il y a aussi... une voiture. Ben, c'est ça. C'était une voiture où il n'y avait pas de place. Non, puis et c'était une voiture et plus personne ne veut acheter des voitures. Là. C'est ça. Fait que ça a été... Mais effectivement, chez nous, ça a été un produit très populaire. Alors, n'importe où ailleurs en Amérique du Nord, t'en vois jamais. Ne vois jamais de Volt. Là. Non. Jamais. Il y a tellement de produits comme ça qui sont morts à cause... Tu sais, chez nous, les gens comprennent pas pourquoi on les a éliminés. Moi, je me souviens, on recule loin, là. Et quand on a éliminé la Mazda MX-3 Presidia... Ça se vendait ici, là, c'était des hot dogs. C'était incroyable. Personne d'autre achetait ça en Amérique du Nord. La Golf, là, c'est un bel exemple. Un exemple plus contemporain. La Matrix. La Matrix aussi. La Matrix. Oui, mais on a essayé de la faire revivre sous d'autres formules par après, là. Oui, mais ça n'a pas, tu sais, je veux dire, la Toyota Auris, qui était la Corolla, la Sion IM ou la Toyota Corolla IM, je veux dire, c'était pas une Matrix, c'était jamais aussi spacieux, aussi polyvalent. On avait une voiture compacte à haillons quand même. Oh oui, mais tu sais, c'était pas ça. Puis, tu sais, si tu regardes aussi même le Mazda CX-3, il se vend autant
de Mazda CX-3. Il se vend autant de Mazda CX-3 au Québec qu'aux États-Unis. Oui, mais je ne veux pas faire de commentaires grossophobes, là, mais est-ce que tu as déjà imaginé 2 Américains dans un CX-3? J'ai d'autres choses à faire. OK. J'ai d'autres C'est pas choses à... nécessairement un format qui est idéal là, aux États-Unis. Ah, mais même ici, là. Une famille américaine dans un On CX-3. pourrait pas faire notre live confortablement installé dans un CX-3. Ça serait pas mal plus pénible. C'est ça. J'ai l'impression. Hey, Germain, tantôt, Oui. tu es arrivé à la maison. Oui. Puis, Courant l'après-midi. tu conduis cette semaine un GV70 Oui. Genesis. Véhicule que j'étais très curieux de mettre à l'essai parce que toi et d'autres collègues, dont Louis-Philippe, l'avaient mis à l'essai à la fin de l'année 2021, mais ça m'avait échappé encore. Alors, et comme vous en aviez dit bien du bien, j'avais hâte de le conduire. Et là, en arrivant à la maison, J'étais en train de regarder ça, puis je sais, coudonc, j'avais placé mon sac sur le siège arrière. Alors, tu sais, j'ai pas eu à aller à l'arrière du véhicule, j'ai pas eu à ouvrir le coffre. Et de là où tu étais positionné dans le stationnement, tu m'as dit, Germain, que s'est-il passé avec ta plaque d'immatriculation? Pour finalement qu'on s'approche et qu'on remarque qu'il n'y avait plus de plaque d'immatriculation et que celle-ci avait été arraché littéralement. Arraché avec très peu de soucis. Là. Fait que, avis à tous, Germain est allé aux Winners de Laval aujourd'hui. Winners de Laval, non pas pour magasiner des beaux vêtements, mais plutôt pour acheter le support de téléphone. qui tient l'appareil. Oui. Et bref, ça a donné... T'es revenu au véhicule, tu l'as pas constaté tout de suite, mais non, parce que ils ont tout cassé. Oui. C'est quelqu'un qui a littéralement arraché la plaque en cassant le plastique. J'ai pas la certitude que c'était nécessairement au magasin. C'est probablement là, mais ça peut être... Chez toi? Ça peut être chez moi, parce qu'encore là, je suis pas passé derrière le véhicule pour embarquer, là. Mais oui, j'ai l'impression que peut-être qu'avec le couvre-feu, il y a beaucoup moins de circulation dans les rues de Montréal et que ça laisse peut-être un peu plus le temps à celui qui veut s'emparer de quoi que ce soit. Là. Parce que c'est une plaque, en fait, c'est une... C'est l'équivalent d'un X, mais ontarien, là, donc une plaque de commerçant. Dans ce cas-là, c'est une plaque de manufacturier. On peut donner la combinaison, 273MPA. Montre-nous donc une photo, là. Mais enfin, on va jouer au jeu des 7 erreurs. Alors, vous avez ici la photo on va l'avancer que j'ai prise lundi. Voilà. Lundi, alors que j'ai pris possession du véhicule. Quand vous voyez des plaques avec des numéros comme ça, ontariennes, qui disent, 3 chiffres, MP... MP, c'est MFR, là, aussi. Bon, MP, c'est Manufacturer Plate. Aimes-tu mon accent? De moi avec Mary Barrow. Je l'ai échappé pas mal, celui-là. Manufacturer Plate. Et ça, c'était cet après-midi. Dans la cour chez moi. Là, vous le voyez pas, mais la plaque de plastique est complètement bousillée, cassée. C'était arraché. Ils auraient pu au moins prendre un tournevis étoile là, puis faire ça proprement, mais non. C'est bien dommage. Ils savaient à la vitesse à laquelle tu magasines. Oui. Ça fait que c'est probablement pour ça. Oui. Alors, oui, Germain s'est fait voler sa plaque. Et là, techniquement, Germain, tu peux plus circuler avec le GV70. Je suis condamné pour être ici pour la soirée. Qu'est-ce qu'on mange? OK, sujet suivant. C'est ça. D'accord. Je suis de retour au boulot depuis 2 jours, alors... l'épicerie n'a pas été faite. Moyen. Bon, OK, d'accord. C'est ça. Brochure de la semaine? Tu voulais pas essayer quelque chose d'autre? Ah oui, on peut y aller avec la brochure. Oui. Oui, on en a parlé... rapidement. Brièvement tantôt. Alors, Germain Germain nous a sorti une superbe brochure de la nouvelle Suzuki Samurai 1987, parce qu'avant ça, on se souvient qu'on vendait le SJ 410. Oui, et on peut mentionner que c'est l'ami Benoît Lavigne qui m'a généreusement dompé 2 caisses de brochures à la maison. Alors... C'était quand même un beau petit véhicule. Un VUS de 64 chevaux, 1,3 litres. Oui, mais c'était correct que ce soit pas puissant. C'était, tu le dis, un petit VUS, un petit véhicule 4x4, un tout petit format. Et ailleurs dans le monde, il existe toujours le Jimny, qui est en quelque sorte l'évolution de ce véhicule-là. J'en ai vu quand je suis allé en France, d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui mentionne qu'il y en a un. Pascal, il dit, j'ai un Samurai 88 encore. Très, très cool, ça. Ouais. Très cool. Et bon,
le Jimny, c'est encore ça. C'est un tout petit VUS, 4 Ouais. par 4, très carré, qui est franchement très mignon. Je serais vraiment curieux de conduire ce véhicule-là. Ah, j'ai des amis qui en ont eu, moi, quand j'étais jeune. Je Non, peux le te dire. Jimny Ah oui, actuel, oui, là. moderne. Oui. Moderne, Ouais, oui. ouais. Et voilà, donc dans la brochure, on a droit à des commentaires de... Ah, c'est savoureux. Bon, On a droit- avant, Oui, ce sont avant, des- je veux juste vous montrer une image. Parce que c'est très rare qu'on voit dans une brochure d'un constructeur automobile des voitures d'autres marques comme une Mercury Lynx, une Dodge Omni puis une Honda Accord 81. Puis on a placé, on a prouvé que le Suzuki était capable de sortir de la neige avec cette image-là. Alors, je trouve ça très drôle. Mais ce qui est le plus drôle, ce sont les commentaires qu'on peut lire en bas dans le coin. Alors, ici, vous voyez la petite madame ici, on l'appelle, c'est Monique Rioux. Monique Rioux, elle vient de Saint-Romuald et mentionne... On a simulé des acheteurs de Suzuki Samurai. Là. C'est ça. Et là, elle mentionne, ma Samurai me donne un excellent rendement. Je m'en sers aussi bien au travail que pour mon agrément. J'aime bien la conduire dans les bois. Ça, c'est le commentaire de Monique Rioux de Saint-Romuald. Est-ce que toi, tu as de l'agrément, Antoine? Oh, j'ai l'impression que c'est un terme qui s'est perdu un peu. J'ai beaucoup Avoir d'agrément. de l'agrément. Moi, je trouve que t'es bien d'agrément, Germain. Oui, voilà. Je vais juste te dire ça. Ben, donc. Maintenant, je vais vous présenter Clément. Déjà, d'avoir le même prénom et le nom de famille, quand on sait que c'est probablement un personnage inventé là, par une firme de marketing. Ben, c'est Clément de Charlebourg qu'on salue s'il existe. Et Clément était pas très original dans son commentaire puisqu'il semble utiliser les mêmes mots que Monique. J'ai acheté le modèle de luxe et je m'en sers aussi bien au travail que pour mon agrément. J'ai beaucoup de plaisir à le conduire et il me mène partout là où je veux aller. Pendant l'hiver, même sans pneus à neige, je ne reste jamais pris. Ça, c'est le commentaire de Clément. Maintenant, on a beaucoup de commentaires. Je pense que je vais vous les lire en rafale. J'ai un plaisir fou à le faire. Il n'y a Alors, personne qui nous écoute. non, c'est ça. Mais moi, je trouve ça très drôle. Alors, on a Judy de Vancouver. Ma Samurai est vraiment économique en carburant. Je suis pas sûr que... Non, c'était pas très économique. Je suis pas sûr que le rapport chevaux C'est sûr que par rapport à un Blazer dans ce temps-là, oui. Oui. Elle est merveilleuse comme rien dans la circulation et elle est très facile à stationner. Auparavant, j'avais une voiture sport, mais j'aime encore mieux ma Samurai. Ah. Il y a Georges de Edmonton. J'obtiens un meilleur kilométrage encore que je ne l'aurais cru. Le système de chauffage est excellent. Ma Samurai est très rapide en ville. 0-100, 17 secondes. On salue la firme de Oui, marketing et de et je peux la production. stationner n'importe où. Et il y a Arik de Toronto. Ma Samurai se conduit comme un charme en ville. Elle parvient à se glisser dans les espaces de stationnement les plus restreints. De plus, les gens aiment bien son allure sportive. Alors, Bref, c'est un peu ah, comme... puis il y en a d'autres, Ah, mais là, je vais c'est te interminable. les épargner. Ça sent le gars qui a composé ça un vendredi après-midi. Mais c'est ça. Tu avais des versions à toit souple, à toit rigide, version allongée. Oui. Tu sais, puis c'était un véhicule qui était sympathique, puis qui avait pas d'équivalent, puis qui était Il y avait surtout... beaucoup de personnalité, là. Ben, puis qui était surtout un peu plus fiable qu'un Lada Niva. Oui. Tu sais, parce que en réalité... C'était aussi rustique ou presque, là, quand Oui, même. oui. Fait que Suzuki, un mode de vie. Oui. Ça, c'est avant, évidemment, que Véro ne devienne porte-parole Oui, et qu'elle vende des Verona. Salutations à Pierre-Luc Funk, qui est désormais porte-parole de Volkswagen. Et ceux qui ont vu le bye-bye avec la pub du président de Volkswagen, c'était un délice. C'était une excellente pub, Ouais. sachant qu'en fin d'année, on a eu toute une histoire au pays avec les présidents d'entreprises qui ne parlent malheureusement pas français. Donc, d'inclure le président canadien de Volkswagen qui parle un français impeccable dans la pub en français, c'était un très beau clin d'œil à toutes les autres entreprises, canadiennes. Là, c'était Comme Air Canada qui continue à nous servir des agents de bord Bonjour. très bilingues. Alors, durant ce vol, vous pourrez être servi en français, en anglais, en mandarin, en espagnol, en italien, mais bien dans aucune de ces langues. Bonjour, monsieur, monsieur, je le vous de Louis de Dakar.
Voici C'est- vos pretzels. C'est ça, exactement. Mais d'ailleurs, parlant d'Air Canada, peut-être que ce sera cette compagnie aérienne qui rapatriera nos chics influenceurs qui sont à Cancun parce que Sunwing refuse de les ramener et Air Transat aussi. Alors, de quelle manière reviendront-ils? Je ne le sais pas. Peut-être une chaloupe avec un moteur Evinrude. Take a kayak. Take a kayak. En tout Bon, cas, s'ils veulent bien emprunter une vieille Volkswagen Beetle et traverser l'Amérique et me rapporter cette vieille Beetle, moi, je serais bien heureux. hey, c'est ça, on va la désinfecter avant. J'ai l'impression, hein, parce que... Voilà. Bon, alors moi, j'ai un de mes amis, quand j'étais jeune, qui s'amusait dans le langage, on disait « je vais te faire un char ». OK. Te faire un char, ça voulait dire prendre un guide de l'auto, flipper les pages et il essayait de me faire deviner avec quelques indices de quel véhicule il s'agissait. Alors, c'est un petit peu freak, là, ça s'adresse à des maniaques de voitures, mais il me faisait ça. Puis là, j'ai dit, Germain, on va tester tes connaissances. Puis on va voir J'ai bien peur que tu sois déçu, Antoine. on va voir si je suis rouillé. Alors, t'as sorti un guide de l'auto. Mais attends, on a la chanson thème. Ah, c'est vrai, on s'est mis une chanson thème. Alors, attends un peu. C'est quoi le char? C'est quoi le char? Merci, Germain. Avant que Facebook nous bloque pour les droits d'auteur. Donc, on rouvre le guide de l'auto 2000, OK. hein, Puis là, il parce faut que j'essaie que- de deviner. Parce que si c'est trop neuf, ça compte pas, c'est pas intéressant. Ah oui, soit dit en passant, juste mentionner que je ne suis pas commandité par Boblé, mais si jamais ils veulent nous donner de l'argent, On est ouvert à tout. Ben ouais, on est ouvert à J'ai tout. jamais goûté à ça encore. Ben moi, non, c'est tout le temps moi qui les bois. Oui, mais je serais curieux de boire ça. Je vais faire comme dans La guerre des Tucs, là, c'est une référence très années 80. Ouais. Pour C'est une ma, fois que de- c'est pas passe-partout. c'est ma dernière, la veux-tu? C'était-tu une blague ou c'est... Non, c'était vraiment Il ça. disait ça. Dans La guerre des Tucs, Mais- il chiquait une gomme, Ok. puis il y a comment il s'appelait? Faut que je me souvienne. Chabot arrivait dans la grange, puis il disait « As-tu une gomme, des bonbons, quelque chose? » Puis le kid sortait sa gomme de sa bouche, puis il donnait, puis il dit « C'est ma dernière, la veux-tu? » OK. Référence absolument inutile, mais qui me fait encore rire. Bon. Tu es en train de flipper des pages. Oui. J'ai encore la brochure de la semaine passée. Ah oui, c'est ça. Puis on a... OK. Berline Deluxe, Oui? un moteur V6, 4,6 litres, 260 chevaux. Là, on est en 2000. Oui, on n'a pas changé d'année, là. 2000, berline de luxe à moteur V8. V6 de 4,6 litres. Mon Dieu. OK. Berline de luxe, OK. Ça, c'est... Wow. Ah. C'est pas une voiture américaine, c'est clair. C'est pas un moteur américain. Mais là, je n'ai pas contre-vérifié les données techniques du livre, là. OK. Pas d'accord. Alors, on est dans quelle plage de prix, mettons, là? Le prix du modèle à l'essai était de 52 895 $. OK. Alors, c'était pas donné. Non, c'était une berline de luxe. Propulsé. Une 4 Euh, roues motrices. Automatique à 4 rapports. À 4 rapports. Avec un Berline traction. Berline traction avec un V6 de 4,6 litres. Je te présente les données techniques du livre. Là. Je n'ai pas contre-vérifié, mais on peut changer de modèle. Non, mais attends, là. Un V6 de 4,6 litres. 4,6 litres, automatique, 4 rapports, 260 chevaux, Hey! 52 895 $. Vous avez le droit de participer. Hein, Oui, oui, d'ailleurs, c'est ça. Mais là, un peu, vous me c'est- voyez pédaler un V6 de 4,6 litres en 2000. 52 000, c'est une traction. Mais, pas que je suis sceptique. Puis là, la mais puissance, c'est quoi? 260 chevaux à 5500 tours minute. OK. Est-ce que c'est une voiture américaine? Oui. Bon, alors, c'est pas un V6, c'est un V8. Puis Ben, c'est une, c'est ça, hein, puis c'est- c'est une Cadillac. Non, C'est pas une Cadillac. non. Un 4,6 litres. Mais je suis en train de faire une vérification, tout ça en direct, parce que, pas que je suis sceptique. Pas qu'il y avait des erreurs dans le guide de l'auto. Ben...
tout ça me rend... Parce que là, tu me dis que Non, c'est une c'est voiture à roue motrice Oui, oui. avant Mais, oui, c'est bien roue motrice avant, mais il est indiqué V6, mais c'est un V8. de 4,6 Oui, litres. voilà. Bon, fait que c'est un moteur Northstar. Non. C'est pas un moteur Je dis, Northstar. c'est pas Cadillac, là. On n'est pas là, là. Donc, un V8 de 260 chevaux. 260 chevaux. Bon, ben c'est un Lincoln Continental. Voilà. OK. En tout cas, OK. il est écrit V6. OK. Mais, Parce que voilà. là, j'étais... Ah, oui, mais Wouh! je trouvais ça un peu spécial, mais voilà, OK. Mais c'est un V8 de 4,6 litres. OK, parce que c'est ça, tu avais des moteurs Northstar qui étaient des 4,6 litres aussi. Ouais. Bon, on y va avec une autre. Ah, tu m'en refais une deuxième, là. Ah oui, faisons OK, ça, c'est soyons beau. fous. Donc, voiture à 3 portes. Déjà là, ça donne un bon indice. Moteur 4 cylindres, 1,6 litres, manuel 5 rapports, puissance 105 chevaux. En 2000. En 2000. 3 portes. 1,6 litres. Oui. C'était une Daou Lanos. Bingo! Ah, tu vois, là? Pas pire? Pas pire. Mais j'avoue que quand les données techniques ont pas d'erreur, ça va un peu plus... C'est un peu mieux. Ça va un peu mieux. Passe-moi dans ça, là. Ah, OK. Bon. J'avais le droit de répondre. Ah, il y a Pascal qui disait Saturn Ion. Mais il n'avait pas en 2000 de ça. Mais là, toi, c'est parce que tu vas voir le livre. Faut que je me tourne. Faut que je me tourne. Je peux fermer mes yeux, si tu veux. Oui, d'accord. Bon, on va essayer ça. Oui. Mais pas que je veux pas tricher, là, mais je les vois. Là. Tu les vois? Oui. Bon, OK. Fait que là, y a-tu un Il reflet? faut pas qu'à l'écran, Bon, les voit non ben, plus. toi, tu vas les voir comme ça. OK, parfait. Ça va être trop facile. Bon, ben vas-y donc. Alors, nous sommes en 2000. Il s'agit d'une fourgonnette nouvellement arrivée sur le marché qui propose un V6 de 2,5 litres. Si ma mémoire est bonne, oui, parce que je n'ai pas regardé les specs, de 170 chevaux et qui est évidemment doté de portes coulissantes. Pas Dodge Caravan? Un V6 de 2,5 litres OK. de 170 chevaux. Oui. C'est une américaine? Non. Non. Ah! Ben non. Sienna? Non. Euh, Un 2,5 litres, là. Ouais, c'est pas gros, là. Il Ouais, n'y a pas les Lucs qui ont déjà eu la bonne réponse, Germain. c'est pas gros. La Quest? Non, c'était pas ça. La Quest, c'est un 3 Non, litres, non, puis c'est c'est un ça, moteur c'est un- partagé avec Mercury. Mercury. Non, bonne. Mais je vois les réponses rentrer sur l'écran. Là. Kia Rondo, c'était pas Non, ça. non, c'était pas ça. C'est pas une Sedona non plus, dit Claude Boucher. Sébastien a la bonne réponse, c'est une MPV. Oui, c'est beau. Paul Simons qui dit Ouais. Germain, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Alors, c'est ça. On va se faire un char à chaque semaine comme ça, histoire d'alléger ça. Puis on va changer l'année du livre. Ben oui, parce que qu'on les a pas mal tous. Il y en a depuis 1967. C'est Alors, ça. On devrait être bon pour. Puis on va Fait que on va toi, trouver- t'es tombé sur une page. On va trouver aussi une technique pour pas que ni l'un ni l'autre voit les réponses. Mais oui, Lincoln Continental, il est écrit V6 de 4,6 litres. Bon, Denis Duquet, Oui. t'as fait une faute. Oui. Ben oui, on voit ça, V6. Fantastique. Vas-y donc avec tes questions. Oui. On a Martin qui nous demande ce que tu penses de l'achat d'une Mazda 6 2021. Quels seraient les points faibles de cette voiture? La dépréciation. Oui. Ça, c'est le gros point faible. Parce que c'est une auto qui est difficile à revendre. Même à prix d'aubaine. Juste parce qu'il y a un désintérêt pour ce genre de voiture-là. Puis, je dirais On n'a pas nécessairement fait évoluer non plus. Là. Non, puis je dirais que l'autre désavantage, c'est peut-être que c'est une auto un peu plus bruyante que la moyenne des berlines intermédiaires. C'est un peu moins confortable, un peu plus bruyant, mais un peu plus le fun à conduire. Tu sais, fait que ça dépend ce que tu veux. Le modèle de dernière génération, c'était quand même un peu moins spacieux qu'une Camry, là, par exemple. Là. Oui, mais je veux dire, tu sais, Ça dépend ce que tu cherches. la vérité, c'est que tu vas payer une Mazda 6 Oui. usagée de 2 ans le prix d'une Mazda 3.
puis tu as une voiture Oui, mais là, plus on parle d'un confortable. modèle neuf, là, presque. Ouais, probablement, c'est ça. 2021, là. Le gros de ça, c'est la dépréciation. Fait qu'il faut pas le financer sur un trop long terme, parce que pour avoir une équité positive, ça va être plus long. Mais c'est une auto super fiable, c'est une auto qui a un super comportement, qui est bien le fun à conduire. Il y a eu des versions turbo compressées aussi, là. Fait que le désavantage, c'est vraiment la dépréciation. Sinon, il n'y en a pas vraiment. Excellent. On a Philippe qui voudrait savoir si on a des nouvelles concernant la taxe de luxe sur les véhicules de plus de 100 000 Ah oui. Il en avait été question l'été passé. Ça avait fait beaucoup jaser. Il est à la recherche d'une Porsche Cayman GT4 et le véhicule serait donc affecté par cette nouvelle taxe si jamais elle était mise en place. C'est pas encore en application. Je Non. n'ai pas la date exacte à laquelle on va la mettre en application. En fait, quand ça avait fait jaser énormément, c'est qu'on avait ouvert la discussion Ouais. et comme c'est une taxe qui était une taxe fédérale, on avait... Oui. Là, on reçoit des... Il y a Francis qui dit 87, 3 cylindres, 1 litre, 3 portes hatchback. Bon, Suzuki Forza, Chevrolet Sprint. On va l'avoir, là. Vas-y, continue. Oui, c'est ça. Donc, c'était une tâche qui était fédérale et tout ce qu'on voulait, c'était avoir les commentaires autant des gens de l'industrie que des consommateurs. Et on avait jusqu'à la fin de l'année 2021 pour soumettre des commentaires. Bon, c'est terminé, mais la taxe n'est pas entrée en vigueur encore. Est-ce que ça viendra? Est-ce qu'on va abandonner Parce que cette idée-là? C'est assez salaud là, comme taxe. Là. Oui, mais c'était juste un projet de taxe, là. Donc, à voir. Fait que c'est 10% de la. C'était 5%. C'était très. C'était 10% de la valeur totale. Non, du montant dépassant le cap des 100 000 ou 5% du montant total du véhicule. C'était quelque chose comme ça. Là. Je vais lire le libellé précis. Mais ça, c'est pour les véhicules de 100 000 et plus. Puis il faut mentionner qu'il existe déjà une taxe. Dans le budget de 2021, le gouvernement a proposé d'instaurer une taxe sur les ventes au détail de véhicules neufs, des voitures de luxe neufs et d'aéronefs, on s'en fout, à un prix supérieur. Oui, parce qu'on n'est pas, on s'achètera pas un aéronef. Là. Non. À un prix supérieur de 100 000 et les bateaux de plus de 250 000 la taxe correspondrait au montant moins élevé des deux montants suivants. 20 de la valeur qui dépense le seuil applicable, donc 100 000 hey. ou 10 de la valeur totale de la voiture. Imagine-toi. Voilà. Fait que si tu achètes un véhicule à 100 000 il te coûte 110 000 en partant. Je ne suis pas comptable, là, mais fort probablement. Autrement dit, c'est une taxe qui est démesurée, là, puis qui est injustifiable. Et là, il y a un volet avec... voilà, donc les commentaires ont été reçus, puis on aura des nouvelles sans doute. Parce que les gens étaient invités à formuler leurs commentaires. J'ai bien hâte de voir, mais si on arrive en application avec ça, check bien ça, tous les véhicules électriques vont être exemptés. Ah, ben oui. Ben oui, parce qu'on veut mettre des plaques vertes sur la route. Voilà. Peu importe. Peu importe combien ça coûte collectivement. Tu sais, un Hummer électrique, là. Ouais. OK, ça émet pas d'émissions, mais tu sais, l'empreinte d'un véhicule. Tu sauves pas la planète avec un Hummer électrique. Ben non. On a tout compris. Okay. On a tout compris. Dernière question, on a Jonathan qui voudrait savoir ce que tu penses d'une location 48 mois d'un Kia Sorento EX+. Ah oui, fait qu'avec le turbo. Ouais. J'aime pas ça, moi, cette mécanique-là. Je trouve que c'est... On l'a dans le Santa Cruz, on l'a dans le Santa Fe, certaines versions. La boîte double embrayage répond à retardement. Mm-hmm. C'est mal adapté à ce véhicule-là. Le moteur turbo, en plus, il y a un délai. Quand ça pousse, par exemple, ça pousse. Il y a une bonne puissance. C'est 281 chevaux, si ma mémoire est bonne. Donc, on manque pas de puissance avec ça. Mais le rendement de la mécanique, moi, j'aime pas, et particulièrement en milieu urbain. Ça répond pas. Il y a un délai à l'accélération qui est vraiment important. Puis la consommation d'essence, elle n'est pas nécessairement moindre qu'avec l'ancien V6.
C'est ça qui est décevant. Non. En plus, dans un monde idéal, tu le roules au super, alors que l'ancien V6, tu mettais de l'ordinaire, c'était pas un problème. Fait que je suis vraiment pas fan de cette mécanique-là. Cela dit, tu le loues 48 mois, tu redonnes les clés pour un véhicule qui est garanti 5 ans d'un pare-choc à l'autre. J'ai pas ben de misère avec ça, là. Oui, parce que normalement, bon, tu ne conseilles pas une location 48 mois, mais considérant qu'il est garanti pour toute la durée de la location. Ben, location 48 mois, c'est correct. C'est 60 mois que je ne propose pas. Jusqu'à 48 mois, ça passe. Ça Surtout passe. quand c'est garanti comme ça. sais, mais c'est ça, les Coréens ont l'avantage d'avoir une garantie de 5 ans. Ouais. Fait que, tu sais, c'est Mitsubishi aussi, là. Mais tu sais, c'est ça. Fait que de louer ça sur 4 ans, j'ai pas de problème avec ça. C'est juste que c'est une mécanique que moi, j'achèterais pas. Je privilégierais soit le modèle de base avec le 4 cylindres atmosphérique ou la version hybride, qui est pas la plus impressionnante. Puis là, il y a une PHEV en plus qui vient d'arriver. Tu sais, tu vas faire 45-50 km maximum en mode 100% électrique. Après quoi, tu roules en hybride. C'est pas aussi efficace qu'un RAV4 Prime au niveau du rendement, mais je préfère rouler ça que le moteur turbo qui consomme quand même, puis qui est un irritant à l'utilisation en raison de l'accélérateur qui répond pas. Pour moi, ça, c'est un deal breaker en ce qui me concerne. Je ne l'achèterai pas pour ça. Je n'achèterai pas un Santa Cruz pour ça, à cause de la transmission. Voilà, c'est assez clair. Réponse à la question quiz Oui. du tout début? Oui, 1937. 1937. Il y a quelqu'un qui nous avait envoyé les données de Wikipédia là, dans les commentaires. Fait que 1934 à 1937, la première Chrysler Airflow. Oui. Je m'en souviens pas. Qui était chez Chrysler, la première voiture qui avait pas l'air là, d'une carriole. Là. Non, c'est ça. On arrivait à l'étape d'après. Là. Avec un look avant-gardiste, avec une carrosserie qui était plus aérodynamique que la moyenne des véhicules de l'époque. Bref. Alors voilà. Merci d'avoir été là, tout le monde. Merci. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Puis, de toute façon, comme on va moins voyager dans les prochaines semaines, il n'y aura pas de délai d'un événement à l'autre. Moi qui avais des billets pour aller voir le show des Salles Barbes la semaine prochaine, on vient de m'envoyer un message pour me dire que ça avait été reporté en mars. Alors, tout ce qui va se passer... En février, tu vas recevoir un courrier qui va te dire que ça va être reporté en avril. Voilà. On verra. Merci d'avoir été là. Hein? On est comme tanné, hein? Tu peux venir dans ta bulle. C'est rendu ta bulle, hein? Ça fait longtemps que j'y ai pris racine. Oui, c'est ça, exactement. Racine, c'est du bois. OK. Hey, bye, là. Bonne soirée.